Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, en ce dernier samedi de ce mois de mai 2025. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. Le ministère des Forces armées a formellement démenti les informations véhiculées aujourd'hui sur une page Facebook. Ces fausses informations prétendaient que le chef de l'armée aurait reconnu comme vraies les déclarations d'un haut gradé. Or, aucune déclaration officielle, sous aucune forme que ce soit, n'a été faite par le ministre des Forces armées ni par les hauts responsables militaires à ce sujet. Les accusations et les incitations de toutes sortes se multiplient actuellement. En cette veille de la célébration du 65e anniversaire du retour de l'indépendance et de la création des Forces armées malagasy, il est essentiel de maintenir la stabilité. L'armée est régie par des lois, une éthique et des règles strictes et elle ne saurait être déstabilisée ni manipulée par des tentatives de désinformation ou d'incitation à la révolte. Par ailleurs, la population ne doit pas se laisser instrumentaliser à des fins politiques, en particulier par certains opposants à l'étranger et qui ne font qu'attiser les tensions depuis leur position éloignée. Restons toujours autour de l'armée malagasy, mais parlant armée de l'air à présent. Pour la première fois dans l'histoire de l'armée de l'air malagasy, une exposition ouverte au public est organisée pour faire découvrir le secteur aérien. Cet événement se déroule aujourd'hui et demain, dimanche, à la base militaire d'Ivat, connue sous le nom de base aérienne 213. Un événement jugé très important par le ministre des Forces armées pour renforcer la protection du peuple et de ses biens et contribuer au développement du pays à travers le secteur aérien. Reportage avec Andara Donarville et Radu Ramanazatov. Cette première édition organisée par l'armée de l'air à la base aérienne 213 rassemble tous les acteurs du transport aérien et porte le nom Aero Expo 2025. Le secteur aérien, vecteur majeur de développement pour la nation, mérite d'être mieux connu par la population, selon l'armée de l'air qui est à l'initiative de cet événement. Lorsqu'on parle de l'armée de l'air, on pense avant tout à la défense de l'espace aérien malgache. Mais nos missions viennent au-delà et sont étroitement liées au développement du pays, a souligné le ministre des Forces armées, le général Lalamunza Delphin Saïvel. Pour permettre à l'armée de l'air de remplir ses missions, le gouvernement malgache lui a fourni les équipements nécessaires. De nombreux stands sont installés dans le cadre de cette exposition pour présenter les différents domaines d'activité liés au secteur aérien, des écoles de formation de pilotes, des acteurs internationaux de la coopération comme le PAM. Des démonstrations seront également réalisées par l'armée de l'air, telles que des sauts en parachute, des visites d'hélicoptères et d'avions militaires. L'événement est ouvert au public ce samedi et dimanche à la base militaire d'Ivat pour permettre à tous de découvrir les métiers liés à l'aéronautique. Et le nouveau représentant de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'océan Indien, l'Éthurian Trayen Irstea, a effectué hier une visite de courtoisie au président du Sénat, le général Richard Avalman, au palais d'Anouskil. Cette rencontre a porté sur le renforcement de la coopération entre Madagascar et l'OIF, notamment en matière de formation à la maîtrise de la langue française. A rappelé que le Sénat malagasy est membre actif de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ou APF. Le président du Sénat a souligné que, représentant les collectivités territoriales décentralisées et les groupements socio-économiques du pays, cette institution œuvre pour affirmer la diplomatie parlementaire en appui aux actions du pouvoir exécutif, en particulier dans la mise en œuvre des projets de développement à Madagascar. Une visite placée sous le signe de dialogue, de la solidarité francophone et d'un engagement commun pour l'avenir du pays. Page faits divers pour poursuivre ce journal. La lutte contre la consommation de drogue se poursuit. Le 11 mai dernier, 34 sacs de cannabis ont été saisis par la police nationale à Yous et puis brûlés. À noter que la vente et la consommation de drogue sont interdites dans le pays. Les détails avec Felanara Kotorsoul. Le mercredi 28 mai 2025, les 42 sacs de cannabis saisis par la police nationale à Yous et Jean Durambé ont été brûlés à un cas de l'Anambé. La saisie a pu être effectuée grâce à la collaboration de personnes de bonne volonté qui ont fourni des informations aux forces de l'ordre. Les 34 premiers sacs ont été interceptés et immédiatement confisqués le 11 mai 2025 sur la RN7. Les individus transportant la marchandise ont pris la fuite dès qu'ils ont aperçu les forces de l'ordre. Les 8 autres sacs ont été découverts le 12 mai 2025 dans le quartier Tanadamp, commune rurale d'Ankil, lors d'une opération de fouille menée par la police.
Les 10 sacs supplémentaires saisis par la gendarmerie d'Ius ont été brûlés en même temps que les 34 sacs saisis par la police. Parlons à présent religion. 2 jeunes malgaches représentent le pays au concours de lecture et de récitation du livre Saint-Coran qui se tiendra au Maroc. Les malgaches, rappelons-le, ont toujours obtenu de bons résultats à ce concours. Les détails toujours avec Felanara Kozarsoul. Safei Monza Shamsidine et Rakutonjabe Moïse Hafez sont les représentants de Madagascar au concours international de lecture et de récitation du Coran. Ces derniers qui sont sortis vainqueurs du concours national tenu au centre Omar El Farouk, aux 67 hectares, en début de semaine, durant lequel 23 participants étaient en lice, divisés en 2 catégories. 3 femmes y ont participé également. Le taux de participation au concours pour cette 6e édition de lecture et de récitation du Coran était élevé. Rappelons que ce concours est organisé par la Fondation Mohamed VI des Olimés africains. Ainsi, nombreux sont les jeunes qui sont intéressés par ce concours et surtout sur la foi musulmane et l'étude du Coran. C'est aussi un moyen pour les fidèles musulmans d'attirer les jeunes à se focaliser sur la foi afin qu'ils ne soient attirés par la drogue ou autre addiction. Rappelons que les Malgaches étaient à la 2e place lors de la précédente édition de ce concours, selon les explications. L'élection du nouveau président de l'Union des journalistes sportifs malagasy s'est tenue aujourd'hui au bureau de l'OJM à Mboïda. Le candidat numéro 2, le journaliste Rabenev Alain-Paul Richard, est élu nouveau président de l'UGSM pour un mandat de 4 ans. Les détails avec Felanara Kozarsoul et Anzara Zonarville. Rabenev Alain-Paul Richard a été élu président de l'UGSM ou Union des journalistes sportifs de Madagascar avec 40 voix contre 18 pour son rival Serge Rassanda Hirsou, l'ancien président, qui s'est représenté. Sur les 65 membres régulièrement inscrits au sein de l'association, 58 ont voté aujourd'hui au bureau de l'OJM à Mboïda. Cette fois, le vote s'est déroulé simultanément en présentiel et à distance, puisque ceux qui n'étaient pas sur place, en mission ou contraints de travailler ce jour-là, ont eu la possibilité de voter par mail. 14 d'entre eux ont utilisé ce moyen, 8 ont voté pour Rabenev Alain-Paul Richard, le candidat numéro 2, et 12 pour Serge Rassanda Hirsou. Le nouveau président a affirmé que plusieurs actions prioritaires seront mises en œuvre pour redonner son prestige au métier de journaliste sportif. L'objectif est de professionnaliser les journalistes sportifs aussi bien dans la capitale qu'en province. Le nouveau président de l'UGSM annoncera prochainement la composition du nouveau bureau qui l'accompagnera pendant son mandat de 4 ans, selon ses déclarations. Dans les actualités internationales de ce soir, et justement ce qui fait l'actualité internationale de ce soir, c'est la finale de la Ligue des Champions. Le PSG espère vivre la plus grande soirée de son histoire en remportant enfin la Ligue des Champions contre l'Inter Milan aujourd'hui à Munich, 32 ans après le sacre de Marseille, unique vainqueur français de la compétition à ce jour. France 24 nous en dit plus. Ah oui, effectivement, l'excitation monte et a déjà commencé à monter depuis bien longtemps, déjà depuis que nous sommes à Munich vendredi soir. Et ici, nous nous trouvons à la fan zone réservée aux supporters du PSG à la Königsplatz, en plein centre de Munich. Des milliers de supporters parisiens se sont réunis ici avant ensuite de prendre la direction du stade dans la soirée. Très bonne ambiance, effectivement, beaucoup de supporters parisiens qui voient défiler en plus des anciennes gloires du club, comme Ludovic Giuli, Guillaume Haro, 2 attaquants, ou encore Paoletta aussi, légende du club qui est attendu dans les prochaines heures. On a même croisé des supporters assez célèbres, les anciens cyclistes professionnels Arthur Vichot et Thibaut Pinot qui seront dans les tribunes. Ils se sont retirés des routes, maintenant ils peuvent profiter et assister à cette finale. Des supporters parisiens qu'on a croisés, certains ne sont pas vraiment confiants, ils estiment que ça va être du 50-50 entre le PSG et l'Inter de Milan, mais la majorité quand même compte bien voir le PSG l'emporter. Pour eux, Paris est supérieur à cette équipe milanaise et les Parisiens n'ont même, selon ses supporters, jamais été aussi bien placés pour remporter leur toute première Ligue des Champions, car on le rappelle, Paris avait déjà atteint la finale en 2020, défaite face au Bayern de Munich 1-0 en finale. Cette fois, Paris est de retour, mais il y a un état d'esprit différent dans cette équipe. On sent une force collective au sein de ce club. Le parcours européen l'a démontré d'ailleurs depuis le mois de janvier en fait, lorsqu'il y a eu cette fameuse remontada contre Manchester City qui a lancé la campagne parisienne en Europe. Tout va bien pour le PSG. Luis Enrique peut compter sur l'ensemble de ses joueurs, aucun blessé dans les rangs parisiens. Donc pour l'instant, tous les voyants sont au vert.
du côté de l'équipe et également du côté des supporters. Partant à présent en Ukraine, le chef de l'administration présidentielle ukrainien, Andriy Yermak, a déclaré jeudi que son pays était prêt à participer aux pourparlers proposés par Moscou la semaine prochaine, mais poser des conditions pour que cette discussion soit constructive. Les détails avec France 24. Le rendez-vous est donné le 2 juin à Istanbul pour ce deuxième cycle de négociations. Mais au préalable, Kiev attend toujours de Moscou un document détaillant ses conditions pour une paix durable. Même le prétendu mémorandum promis et préparé depuis plus d'une semaine n'a pas été communiqué. L'Ukraine ne l'a pas reçu, nos partenaires non plus. Une autre tromperie russe. Ils font tout pour que ces réunions soient vaines. Une exigence rejetée par le Kremlin ce jeudi, qui affirme par ailleurs n'avoir reçu aucune réponse de l'Ukraine à sa participation à ces nouvelles négociations. Si les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre se sont intensifiés ces derniers mois, ils n'ont produit pour l'heure que peu de résultats, à l'exception d'un échange de prisonniers la semaine dernière. La frustration et le pessimisme grandissent à l'échelle internationale. L'espoir que les parties parviennent à s'asseoir et négocier est toujours présent mais reste fragile. Des efforts sérieux, concrets et sincères sont nécessaires dès maintenant pour retrouver le chemin vers une paix juste. De son côté, le président américain a adopté un ton plus dur à l'égard de son homologue russe en raison des derniers bombardements en Ukraine. Mais Donald Trump exclut pour l'instant de prendre de nouvelles sanctions. Pour le président français en déplacement à Singapour, cette décision ou non de sanctionner la Russie en cas de refus de cessez-le-feu est un test de crédibilité pour les États-Unis. Et en Tunisie, les opérations de démantèlement du campement de migrants dans les olivères de Sfax à l'est du pays s'accélèrent depuis le mois d'avril dernier. Il serait entre 20 000 et 30 000 migrants originaires d'Afrique subsaharienne à vivre dans ces campements de fortune selon les chiffres de la garde nationale. Mais cette stratégie est-elle vraiment efficace et à quel prix humain se fait-elle ? Reportage de France 24. Dans ce champ d'oliviers, plus rien ne reste du campement de fortune où vivaient près de 2000 migrants subsahariens. Pendant le mois d'avril, les autorités tunisiennes ont démantelé une dizaine de campements de ce type. Ce jour-là, nous avons été autorisés à couvrir l'opération. Nous avons déjà évacué près de 9000 personnes. Notre approche consiste à allier la sécurité et l'humanitaire, puisque l'état sanitaire de ces campements pose problème. Il y a des femmes enceintes et des enfants. Certains de ces camps existaient depuis 2 ans. Si les autorités accélèrent leur démantèlement, c'est pour apaiser la population locale. Près d'une quarantaine de plaintes ont été déposées en justice par des propriétaires ne pouvant plus exploiter leurs terres. Devant les caméras, l'opération se déroule pacifiquement. Les migrants disent avoir été prévenus à l'avance. Il y a le propriétaire qui réclame le lieu, donc ils nous ont dit de quitter. D'abord ils ont dit 48 heures, mais après ils sont revenus encore, ils nous ont dit 24 heures. Mac dit ne pas savoir où aller, surtout que ce n'est pas la première fois qu'il a dû évacuer. Il évoque ses déplacements entre les campements, désignés par des repères kilométriques. C'était avant à 35, et quand ils sont venus là-bas, ils nous ont démantelé là-bas à maintes reprises, mais nous avons résisté. Et finalement, comme j'avais des enfants, c'était le froid, en ce moment c'était l'hiver. Et les enfants souffraient beaucoup parce que la seule nuit qu'on avait passée dehors, je suis tombé malade, mes enfants, tout le monde est tombé malade. Il a fallu que j'appelle mon frère pour nous envoyer de l'argent. Je dépense cela pour mes enfants. Ça n'a pas été facile. Donc c'est là-bas que j'ai quitté à travers les amis. Je suis venu à faire le droit ici, c'est le même. La garde nationale nous assure que les personnes nécessitant des soins sont emmenées à l'hôpital et les migrants qui souhaitent un retour volontaire dirigés vers le local de l'Organisation internationale pour les migrations.
Mais cela ne représente qu'une minorité sur les 20 000 migrants présents dans ces champs. Nous avons réussi à évacuer plusieurs camps. Nous sommes au courant que certains individus les quittent pour se réinstaller ensuite ou aller dans d'autres camps, mais leurs ressources s'épuisent au fur et à mesure. De notre côté, nous allons continuer jusqu'à ce que tout soit démantelé. Parfois, les démantèlements se font au forceps, selon les migrants. Dans un autre campement, William évoque la précarité du quotidien. J'ai tout perdu au kilomètre 24, la police a tout cassé, a tout ravagé, j'ai plus de vêtements, j'ai plus rien. Ils sont entrés, ils commençaient à nous taper, ils ont pris beaucoup de choses, des bouteilles à gaz, de l'argent, bref, du nécessaire quoi. Ils ont brûlé même nos tentes. Voilà la mosquée. Tous les jours, il va à la mosquée construite avec du bois et des couvertures, puis il rend visite à Max. Cet Ivoirien sans papier tient une épicerie de fortune. Là, il y a des biscuits, il y a des bonbons, il y a des petits yaourts. Comment ça se passe? C'est des Tunisiens qui viennent vous vendre ça pour que vous les vendiez ici? Ou est-ce que c'est vous qui achetez? Comment ça se passe? Non, c'est des Tunisiens qui viennent nous vendre ici. D'accord. Ouais, pour qu'on puisse revendre. D'accord. Ouais. Et vous arrivez à vivre de ça? Non, c'est pas facile du tout. D'accord. C'est pas du tout facile parce que tu n'arrives même pas à t'acheter des vêtements ou bien des babouches, tu vois. Une vie précaire, sans cesse sur le qui-vive. Tous les jours, non seulement nous sommes exposés au risque. Quand on construit comme ça, parfois la police entre. La police détruit le tout. On se retrouve encore en train de reconstruire encore. D'un moment à l'autre, ça peut péter. Cette stratégie de démantèlement des camps s'accompagne d'une accélération des retours volontaires. L'Organisation internationale pour les migrations a triplé le nombre de rapatriements l'année dernière, 7 250 en 2024 contre 2 250 en 2023. Au Parlement tunisien, certains députés de la région de Sfax saluent les efforts des autorités, mais dénoncent une situation intenable. La garde nationale est fatiguée, le gouvernement est fatigué. C'est pourquoi nous voulons que les instances internationales et l'Union européenne prennent leurs responsabilités. La Tunisie est la dernière étape avant l'immigration vers l'Europe. Si on ne nous aide pas, il faudra que l'on trouve des solutions plus radicales. Beaucoup de migrants restent en effet livrés à eux-mêmes, les ONG et associations locales n'ayant plus le droit de leur apporter de l'aide humanitaire sur décision des autorités, à l'exception du Croissant-Rouge tunisien. À Mezouna, au centre-est de la Tunisie, nous avons croisé des migrants venant de Sfax, chassés de leur campement. Ces Soudanais espèrent rentrer à pied en Algérie et travailler quelque temps pour payer leur retour au pays. La Tunisie, c'est une situation horrible, honnêtement. Beaucoup font comme nous et partent, parce qu'on n'a pas le choix. La route par la mer est fermée, et ici on n'a rien à faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Europe. En visite récemment en Tunisie, la directrice de l'OIM a salué les efforts du pays en matière de gestion migratoire, et la Commission européenne souhaite classer la Tunisie comme pays sûr pour refouler des ressortissants en situation irrégulière en Europe. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite des programmes. Au revoir.